Eh bien, bonjour à tous. Alors, je suis François Leloc, je suis chercheur en écologie marine à l'Institut de recherche pour le développement et je réalise mes travaux de recherche au sein du laboratoire des sciences de l'environnement marin à Brest, en Bretagne. Et aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences du changement climatique sur les ressources marines exploitées, c'est-à-dire essentiellement sur les poissons. Avant de commencer cette présentation, je voulais remercier la Fondation Tara Océan de m'avoir invité à présenter mes activités de recherche. Et puis, je voulais également vous remercier, vous les professeurs et les élèves, d'avoir pris un peu de votre temps pour m'écouter et pour échanger avec moi autour de cette thématique qui est vraiment passionnante. Alors, avant de commencer, je vais peut-être vous présenter mes activités de recherche. Alors moi, je travaille essentiellement dans l'océan Atlantique tropical, entre l'Afrique et le Brésil, et je m'intéresse plus particulièrement aux réseaux trophiques, aux chaînes alimentaires, c'est-à-dire qui mange qui. J'étudie les relations proies-prédateurs. Et plus spécifiquement, je m'intéresse à l'impact du changement climatique sur ces relations proies-prédateurs et quelles vont en être les conséquences sur la pêche. Et je m'intéresse également à l'impact de la pêche sur le fonctionnement de ces communautés marines. Et c'est ce que nous allons voir cet après-midi. Alors, pourquoi s'intéresser aux poissons et à la pêche? Eh bien, comme vous vous en doutez, hein, les poissons, ils servent à l'alimentation humaine. Et sur cette carte, il est représenté la part du poisson dans l'apport alimentaire des habitants des différents pays. Quand les couleurs sont en gris foncé ou en bleu foncé, comme en France, en Espagne, au Portugal, en Chine ou au Japon, ça veut dire que ces pays consomment beaucoup de poissons. À l'inverse, quand les couleurs sont en bleu clair, ça veut dire que ces pays consomment peu de poissons, comme c'est le cas ici en Algérie, en Inde ou en Mongolie. Ce que nous montre en plus cette carte, c'est l'importance de l'alimentation issue de la pêche dans certains pays. Et ces pays sont figurés sur cette carte en jaune. Donc, il y en a ici beaucoup en Afrique, en Amérique latine, en Asie et dans les îles du Pacifique. Et ce que vous pouvez voir également, c'est que ces pays sont majoritairement dans la zone intertropicale. Alors, un poisson, c'est quoi? Un poisson, c'est un animal vertébré, hein, il a des arêtes, comme vous le savez. C'est un poisson qui vit dans l'eau, douce ou salée, et pour vivre dans l'eau, il a besoin de branchies pour respirer. Il se déplace à l'aide de ses nageoires et il possède des écailles. Alors ces poissons, ils ont des tailles, des formes, des couleurs, des régimes alimentaires, des lieux de vie qui sont très différents. C'est ce qui illustre ces photos. Vous voyez ici un requin-marteau, un poisson clown, une anguille et un hippocampe. Donc vous voyez que les formes des différentes espèces de poissons peuvent être très différentes. Et sur la photo du milieu, vous pouvez voir la diversité des poissons que l'on peut trouver au sein d'un récif de corail. Cette diversité, on la retrouve aussi dans les espèces qui sont exploitées par la pêche. Vous avez ici deux photos, celle du haut provient d'un port en Tunisie et celle du bas d'un port au Gabon. Et vous pouvez voir sur ces photos la grande diversité des poissons qui sont pêchés et qui vont être consommés. Alors, l'une des questions à laquelle on s'intéresse quand on fait de l'écologie marine, c'est comment se distribuent les différentes espèces, et notamment les différentes espèces de poissons. Je vous ai représenté sur cette carte trois espèces de poissons qui sont exploitées. Vous avez tout d'abord ici au nord le cabillaud ou morue, Gadus morua. Donc vous avez ici en bleu son aire de distribution dans l'Atlantique Nord. Au milieu, vous avez un poisson, c'est un mérou qu'on appelle kiof en wolof, Epinephelus aenus. C'est un poisson qui se situe, qui vit sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Et puis la troisième espèce dont je voulais vous parler, c'est un poisson qu'on appelle le rouge, qui vit dans le golfe de Guinée, ici, donc sur les côtes africaines. Alors, ce qu'il faut savoir,
à la différence de nous, les mammifères, les poissons sont des animaux poikilothermes, c'est-à-dire des animaux à sang froid. Leur température corporelle varie avec la température de leur milieu. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les poissons sont adaptés à une certaine température. Quand on regarde la carte de distribution des températures de surface à l'échelle de tous les océans, vous pouvez voir que la température d'eau de mer de surface est la plus élevée au niveau de l'équateur. Et au fur et à mesure où on s'éloigne de l'équateur et où on se rapproche des pôles, ici le pôle Nord ou ici l'Antarctique, le pôle Sud, cette température d'eau de surface diminue progressivement. Ainsi, sur les côtes françaises atlantiques, elle est en moyenne de 15-16 degrés, et sur les côtes méditerranéennes françaises, elle est de 16-17 degrés. Sur cette carte, je vous ai représenté les aires de distribution des poissons de tout à l'heure, mais sur la carte de distribution des températures. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que l'aire de distribution de la morue, ici en bleu, se situe entre 2 et 15 degrés. L'aire de distribution du tiof en Afrique de l'Ouest se situe entre 17 et 25 degrés. Et puis l'aire de distribution du rouge dans le golfe de Guinée se situe entre 27 et 30 degrés. Ainsi, la température de l'eau de mer, c'est l'un des principaux facteurs qui explique la distribution des espèces de poissons. Une autre façon de représenter ce que je viens de vous dire, c'est ce graphique. Vous avez ici en bas en abscisse la température, donc de 0 à 30 degrés Celsius, et en ordonnée l'abondance. Vous avez ici les trois espèces, donc le cabillaud, le tiof et le rouge, et vous pouvez voir ici que la morue, le cabillaud, se distribue entre 2 et 15 degrés, le tiof entre 17 et 25 degrés, et le rouge entre 27 plutôt, et 30 degrés. La température, comme la salinité, la bathymétrie, le type de substrat, c'est-à-dire roche, sable, vase, ou encore la concentration d'oxygène, sont des paramètres physico-chimiques qui caractérisent le milieu dans lequel évolue l'espèce de poisson que l'on considère. Et on appelle ça l'habitat d'une espèce. Donc l'habitat, c'est l'ensemble des paramètres physico-chimiques qui caractérisent le milieu de vie de l'espèce. Moi, mon travail, en fait, de chercheur, c'est de comprendre, de connaître les habitats des poissons. Alors, pour connaître ces habitats, on collecte les différents paramètres physico-chimiques dans lesquels on retrouve les poissons, hein, température, salinité, profondeur, type de substrat, etc. Et on fait tourner des modèles mathématiques qui nous permettent de déterminer sur une carte les aires de distribution, les habitats favorables aux espèces. C'est ce que je vous ai figuré sur cette carte. Donc vous avez ici le golfe de Gascogne avec ici la France et au sud l'Espagne. Et vous avez la carte de l'habitat favorable du merlan, Merlangius, Merlangus. Donc toute la zone qui est bleue, ça correspond à l'habitat favorable de l'espèce, c'est-à-dire les zones où potentiellement on peut retrouver le poisson. Et les zones en rouge sont les zones au sein desquelles on ne retrouve pas le poisson. C'est un habitat qui n'est pas favorable pour l'espèce. Alors évidemment, tout l'intérêt, c'est de le faire avec l'ensemble des poissons dans une zone donnée. Donc on prend tous les graphiques de température pour les poissons considérés, de salinité et de profondeur. On fait tourner nos modèles mathématiques. On obtient différentes cartes d'habitat qu'on peut superposer. Et cette superposition nous amène notamment à déterminer la richesse spécifique, c'est-à-dire la diversité en espèces au niveau de la zone. Et donc, vous avez ici toujours le golfe de Gascogne avec la France ici et l'Espagne au sud. Et le code couleur représente la richesse spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces. Quand c'est jaune, il y a moins d'espèces, et quand c'est rouge, il y a beaucoup d'espèces. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que le long des côtes françaises, il y a des couleurs jaune et orange, donc il y a environ une centaine d'espèces qui vivent à la côte.
Et plus on s'éloigne de la côte, plus on va vers le milieu et le bord du plateau continental, plus on a d'espèces pour avoir un maximum à 150 espèces de poissons dans le golfe de Gascogne. Comme vous le savez, actuellement, nous vivons une période de changement climatique avec une augmentation des températures à la surface de la planète. Cette augmentation des températures, on la retrouve aussi dans l'eau de mer et des modèles physiques nous permettent de prédire quelles seront les températures à l'horizon 2050 et à 2100. Donc, je vous ai représenté ici les températures que l'on pourrait retrouver dans le golfe de Gascogne à l'horizon 2050. Et vous voyez que dans le golfe de Gascogne, la température pourrait augmenter de 1 degré à l'horizon 2050. Et sur la carte d'en dessous, à l'horizon 2100, cette température pourrait augmenter de plus de 2 degrés. Évidemment, cette augmentation de température aura des impacts sur les habitats des poissons et on va assister à des déplacements d'habitats favorables des poissons. C'est ce que j'ai voulu vous représenter sur cette carte. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris en compte les modèles de température futurs pour déterminer les habitats futurs des poissons. Et je vous représente toujours ici le merlan. Donc vous avez la carte que je vous ai présentée tout à l'heure, donc l'aire de distribution du merlan actuel, et puis deux cartes, 2050 et 2100, des futurs habitats favorables au merlan, et donc potentiellement de ces futures aires de distribution. Donc vous voyez que progressivement, l'aire de distribution, les habitats favorables du merlan vont diminuer dans le golfe de Gascogne, et ils vont fortement diminuer en 2100. On voit qu'il y a une grande zone qui sera toute rouge ici, donc c'est l'habitat qui ne sera pas favorable pour le merlan. Donc cette espèce aura tendance à avoir un habitat favorable qui va migrer vers le nord, et donc cette espèce va quitter le golfe de Gascogne. Donc une réduction pour le merlan de l'habitat favorable dans le golfe de Gascogne et une migration vers le nord de la zone. Quand on prend l'ensemble des distributions des espèces à l'horizon 2050 et qu'on soustrait la carte 2050 à la carte 2020, on obtient cette carte. Et sur cette carte, vous voyez qu'il y a beaucoup de jaune. Le jaune correspond en fait à une perte de diversité spécifique, c'est-à-dire les espèces, quand on fait la soustraction des espèces actuellement présentes et des espèces qui seraient présentes à l'horizon 2050, en considérant les espèces actuellement présentes, eh bien, on a une diminution de 10% de la richesse spécifique, c'est-à-dire qu'à l'horizon 2050, il y aura 10% des espèces actuellement présentes qui ne seront plus présentes dans le golfe de Gascogne. Mais, comme la température de l'eau va augmenter, il y a potentiellement des espèces qui sont actuellement plus au sud de la zone, le long des côtes portugaises ou le long des côtes marocaines, qui pourraient arriver dans le golfe de Gascogne parce que la température augmente et donc elles pourraient, ces espèces du sud, retrouver un habitat favorable dans le golfe de Gascogne. Alors, si on parle maintenant des pêcheries et de la pêche, le changement climatique, lui, il redéfinit les pêcheries. Si on regarde cette illustration, donc qui traite en fait des captures dans la zone tempérée, c'est la zone dans laquelle nous vivons, à trois périodes, 1970, 2000 et le futur. On voit que dans la zone tempérée, en 1970, on pêchait évidemment beaucoup de poissons tempérés et un tout petit peu de poissons subtropicaux et tropicaux. Avec l'augmentation progressive dans les années 2000, on a vu une diminution des captures de poissons tempérés puisque l'eau devenait trop chaude, donc ces poissons n'étaient plus présents dans la zone tempérée. Mais à l'inverse, on a vu l'arrivée de plus d'espèces subtropicales et l'arrivée d'espèces tropicales. Et ce qu'on pense, dans un futur, à l'horizon 2050 et 2100, on pense qu'il n'y aura plus du tout d'espèces tempérées puisque l'eau sera devenue trop chaude, mais par contre, il y aura des espèces, beaucoup plus d'espèces subtropicales et des espèces tropicales. Si on s'intéresse maintenant
à la zone tropicale. La zone tropicale, comme on l'a vu précédemment, c'est la zone qui a déjà les températures les plus chaudes. Donc, vous avez ici les captures en 1970, pardon, en 2000 et dans le futur. Donc, si la température au niveau des tropiques continue à augmenter, eh bien, vous voyez que dans les années 2000, on a une diminution des espèces subtropicales, avec toujours les espèces tropicales qui sont présentes. Mais si la température augmente encore plus, on aura une diminution des espèces tropicales, mais également des espèces subtropicales, pardon, mais également des espèces tropicales. Donc, ce qui veut dire qu'on aura une diminution des captures dans cette zone tropicale. Alors, des travaux récents ont estimé la diminution potentielle des captures à l'horizon 2050. C'est les travaux de William Chung. Donc, vous voyez ici sur cette carte que toutes les zones en rouge, orange et jaune sont des zones au sein desquelles il y aura une diminution des captures. À l'inverse, les zones en bleu sont des zones où il y aura une augmentation des captures. Et si on s'intéresse à la zone intertropicale, on voit par exemple ici, dans le golfe de Guinée, qu'il y aura potentiellement une diminution de 30% des captures. Et comme je vous ai dit au début de mon intervention, ces pays de la zone intertropicale sont des pays qui dépendent grandement du poisson dans leur nourriture. Donc, un des enjeux majeurs, c'est d'essayer de comprendre, de quantifier cette diminution potentielle de capture et d'essayer de trouver des solutions pour que les populations de la zone intertropicale puissent toujours se nourrir à l'horizon 2050 et à l'horizon 2100. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Alors, les 5e du Collège Marie Curie qui demandent « Qu'est-ce qu'une pêcherie ?» Une pêcherie, en fait, c'est la zone où l'on pêche avec un bateau et un engin de pêche. Donc, c'est une zone de pêche, on va dire pour simplifier, à laquelle on associe un engin de pêche. Et souvent, d'ailleurs, aux pêcheries sont associées des espèces bien caractéristiques. Donc, c'est la zone où on pêche, on va dire ça. Alors, une autre question, quel est votre parcours? Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser aux poissons? C'est une bonne question, ça. Mon parcours, alors moi déjà, je suis breton, comme mon nom l'indique, donc j'ai grandi sur le bord de la mer. Mon parrain était d'ailleurs marin-pêcheur, donc il allait pêcher des poissons, donc quand j'étais petit, j'allais avec lui à la pêche. Et j'ai fait des études d'océanographie à l'université de Brest. C'est une des universités en France dans laquelle on peut faire de l'océanographie. Et j'ai très vite été intéressé par la biologie et les poissons que je connaissais, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fonctionnement des écosystèmes et la compréhension des interactions entre les différentes espèces. Donc, qu'il s'agisse de petits poissons ou de crustacés ou de bivalves ou de plus gros poissons, comme actuellement, je travaille sur les requins, par exemple. Et donc voilà, moi je m'intéresse plutôt aux interactions entre les espèces, qu'il s'agisse de poissons ou d'autres espèces. Merci. Alors, une question des 4e du Collège Ozanam qui demande « Combien d'espèces risquent de disparaître ?» Alors, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. Les espèces qui sont par exemple dans le golfe de Gascogne, leur habitat, en fait, il va disparaître dans le golfe de Gascogne, mais il va être présent un peu plus au nord, en mer Celtique ou en mer du Nord, ou tout simplement dans l'Atlantique Nord. Donc, en fait, ces espèces, elles vont disparaître localement, mais l'espèce ne va pas disparaître puisqu'elle va se retrouver dans d'autres zones de l'océan, plus au nord. Par contre, les espèces qui, elles, vivent actuellement dans des eaux très froides au niveau des pôles, par exemple, si cette eau vient à se réchauffer, eh bien, les poissons
ne pourront pas migrer parce qu'il n'y aura pas d'eau plus froide dans lesquelles ces poissons pourront se réfugier. Donc en fait, les espèces de poissons qui pourraient disparaître sont plutôt des espèces que l'on retrouve actuellement au niveau des pôles. Et il y a également une autre chose dont je ne vous ai pas parlé qu'il faut prendre en compte, c'est la profondeur. En fait, moi, je vous ai parlé des températures de surface, mais évidemment, la mer, elle est en 3 dimensions. Et quand on va plus profond dans les océans, eh bien, la température, là aussi, diminue. Donc, en fait, ces poissons pourraient migrer à la fois latitudinalement, donc vers les pôles, mais aussi en profondeur pour essayer de trouver un habitat thermique qui pourrait correspondre à leur préférendum, à leur zone de vie. Merci. Voilà. Une question de David qui est en 3e au lycée Mireille-Grenet. Comment l'eau peut-elle perdre son oxygène? Alors j'imagine que la question c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la même quantité d'oxygène tout le temps dans l'eau? Oui, alors ça c'est une très bonne question et elle est très dépendante des zones dans lesquelles, enfin des zones qu'on regarde. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent expliquer la diminution de l'oxygène. Alors l'oxygène évidemment est créé par les végétaux, donc à la fois marins mais aussi terrestres. Il peut y avoir des zones de faible quantité d'oxygène liées à des processus chimiques divers et variés, notamment liés à de la dégradation forte de matière organique. Dans les zones très côtières, quand on a de fortes dégradations de matière organique, cette matière organique, en se dégradant, consomme l'oxygène en fait, qui est présent dans l'eau. Et donc, ça fait des zones dans lesquelles on n'a plus d'oxygène. Voilà, ça c'est une des explications. Il y a beaucoup de phénomènes chimiques dans les masses d'eau qui peuvent conduire à des diminutions d'oxygène. Merci. Une question des élèves de 4e du collège Ozanam. Est-ce qu'à cause du réchauffement climatique, on va voir apparaître de nouvelles espèces? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nouvelles espèces, les espèces pour évoluer, pour créer de nouvelles espèces, ça ne se fait pas très très rapidement. Au contraire, ces processus d'évolution, ces processus évolutifs se font sur ce qu'on appelle du temps long, c'est-à-dire sur des périodes de temps de 100 000, 1 million d'années. Là, le problème avec le réchauffement climatique actuel, c'est qu'il se déroule sur des périodes de temps qui sont très très courtes. Vous voyez, je vous ai parlé de 2050. 2050, c'est dans 30 ans. On aura déjà des changements importants en 2050 et en 2100, on pourrait avoir des changements qui seront encore plus importants. Donc en fait, au cours de ce court laps de temps, les espèces n'ont pas le temps d'évoluer et de créer de nouvelles espèces, en fait. Donc le problème, il est là. Le problème, c'est un problème de temps. Le temps est trop court actuellement. Le temps du changement climatique est trop court pour permettre aux espèces d'évoluer. Alors, Fatima, qui est en 5e au collège Marie Curie, combien d'espèces de poissons existent-ils? Alors ça, c'est une très bonne question. On n'a pas de chiffres qui sont très fiables puisque on découvre encore des nouvelles espèces de poissons tous les ans. On découvre quasiment une centaine d'espèces de poissons tous les ans. On estime actuellement la diversité des poissons entre 20 000 et 40 000 espèces à l'échelle de la planète, en comptant à la fois les poissons marins, donc qui vivent dans l'eau salée, et les poissons d'eau douce. Donc c'est entre 20 et 40 000 espèces de poissons, à peu près. Donc c'est beaucoup. Merci. Une question d'Alan, qui est en 3e au lycée Mireille-Grenet. Quelles pourraient être les conséquences pour l'homme si rien ne change? Alors, les conséquences pour l'homme, eh bien, comme on l'a vu sur la dernière et l'avant-dernière diapositive, en fait, si on a une diminution des captures, potentiellement, il y aura moins de poissons marins qui serviront à nourrir les hommes, en tout cas dans la ceinture intertropicale. Donc les conséquences, ben, ça veut dire qu'il va falloir trouver des sources de nourriture alternatives, sinon on arrivera à des problèmes de sous-alimentation, voire de famine. Alors les alternatives à la pêche, c'est bien sûr l'aquaculture, hein, qui se développe actuellement à l'échelle mondiale.
Donc, il faut réussir à élever des poissons en leur donnant de la nourriture qui n'est pas forcément utile à l'homme pour pouvoir continuer à manger des poissons. Donc, il y a des voies de recherche là-dessus. Il faut essayer de développer tout ce qui pourrait permettre à l'homme de se nourrir. D'autres solutions, ça serait évidemment de réduire le changement climatique, donc de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y a aussi le problème de la démographie. C'est vrai que tous les 12-13 ans, la population humaine augmente d'1 milliard de personnes. C'est vrai qu'on va arriver assez rapidement à ce rythme-là à des limites au niveau de la planète. Donc, il va également falloir faire des efforts sur la démographie. Et du coup, ça répond aussi à une question qui avait été posée par les 4e du collège Ozanam qui demandait effectivement comment vont faire les populations pour se nourrir et est-ce qu'on peut inverser la tendance. Donc ça correspond. Oui. Alors, est-ce qu'on peut inverser la tendance? On ne peut malheureusement pas inverser la tendance. On peut réduire l'augmentation de la température. On ne peut pas diminuer la température, en tout cas pas tout de suite. Et comment vont faire les populations pour se nourrir? Ben voilà, il va falloir que soit localement ils trouvent des solutions, soit qu'il y ait il peut y avoir des migrations de populations qui iraient dans des zones où il y a plus de nourriture. Ou alors, on peut aussi potentiellement exporter de la nourriture des zones productives, donc qui seront plutôt aux hautes latitudes, vers les basses latitudes. Donc, il y a des solutions qui sont possibles, mais encore faut-il les mettre en œuvre. Alors, une question d'Adam en 5e 3 au collège Marie Curie. Est-ce que le réchauffement climatique peut entraîner un changement de comportement chez les poissons, par exemple qu'ils deviennent plus agressifs? Est-ce qu'il y a déjà eu des études sur ça? Alors, c'est une très bonne question. Alors, le changement climatique, il va avoir des impacts sur toute la chaîne alimentaire. Donc, il va modifier la production primaire, donc il va modifier la production de phytoplancton, par exemple, dans les océans. Il va donc forcément modifier les animaux qui consomment le zooplancton, le phytoplancton, pardon, donc c'est-à-dire le zooplancton. Donc, tout au long de la chaîne alimentaire, on va avoir des conséquences puisque, évidemment, le changement climatique va impacter les différentes espèces. Donc, certains poissons ne vont plus avoir de proie, par exemple. D'autres ne vont plus avoir de prédateurs. Donc, évidemment, potentiellement, ça peut modifier le comportement, par exemple, de chasse des poissons. S'ils n'ont plus beaucoup de proies, ils vont peut-être chasser différemment. Des poissons qui étaient spécialistes sur une proie, si cette proie n'est plus là, ils vont potentiellement aller manger d'autres espèces. Donc, rien que si on regarde les relations proie-prédateur, on va avoir des changements de comportement. Après, sur l'agressivité des poissons, elle peut être conditionnée par beaucoup de choses. La température, bien sûr, la recherche de nourriture, les aspects liés à la reproduction. Il y a énormément de paramètres qui peuvent influencer sur l'agressivité ou non des poissons. Donc, je ne sais pas si la température directement influe là-dessus, mais en tout cas, les conséquences de l'augmentation de température peuvent effectivement influer sur le comportement des poissons. Alors, une question d'Adrien qui est en 5e 3. Comment les poissons arrivent-ils à se repérer dans l'eau? Comment les poissons se repèrent dans l'eau? C'est une bonne question. Il y a différents facteurs qui permettent aux poissons de se repérer dans l'eau. Il y a, alors, par rapport à la profondeur, les poissons ont ce qu'on appelle une vessie natatoire. C'est un organe qui leur permet de compenser les différences de pression et de rester stable dans l'eau. Donc, par rapport à la profondeur, ils ont des organes qui leur permettent de rester à la profondeur à laquelle ils veulent rester. Et puis, ils ont, alors certains poissons suivent les masses d'eau, donc ils suivent les eaux chaudes, par exemple. D'autres poissons suivent leur nourriture, ils vont chasser. Donc, ils se repèrent par rapport, comme les requins, au mouvement de leur proie. Et puis, évidemment, comme les requins, vous savez, ils peuvent détecter des molécules qui sont à faible
à faible dose dans l'eau de mer, donc avec des aspects chimiques qui peuvent détecter différentes qualités chimiques de l'eau et se repérer par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui permettent aux poissons de se repérer dans l'eau et de trouver notamment leur proie ou leur partenaire pour les périodes de reproduction. Merci. Une question de Bastien, qui est donc en 4e au collège Ozanam. Le réchauffement climatique a-t-il aussi un impact sur les coraux? Alors, ce n'est pas du tout l'objet de ma présentation, mais oui, évidemment, le changement climatique, il a des impacts sur tous les animaux à sang froid et même sur les mammifères marins. Alors, les coraux sont des animaux qui vivent dans une gamme de températures assez fines également. Ils sont associés à des algues. Et si cette température vient augmenter, ou même si cette température venait à diminuer, mais là, ce n'est pas le cas, si la température augmente, ben, les coraux, ils vont plus pouvoir, comme ils ne peuvent pas se déplacer, évidemment, ils vont pas pouvoir supporter cette hausse de température, donc ils peuvent mourir, en fait, tout simplement. Il y a des phénomènes de blanchiment de coraux qui sont liés à des épisodes d'eau chaude. Donc oui, les coraux sont extrêmement sensibles à l'augmentation de la température. Comme comme beaucoup d'invertébrés. Voilà. Alors merci. Une question d'Alan, qui est au lycée Mireille-Grenet et qui se demande justement, alors à l'autre bout, le requin qui est en haut de la chaîne alimentaire, par exemple en Polynésie, quel sera l'impact dans le temps pour cette espèce? Alors, les requins, on peut les retrouver à différents endroits dans la chaîne alimentaire. Il y a différentes espèces de requins. Évidemment, le grand requin blanc, qui est un grand prédateur, il sera tout en haut. Mais il y a d'autres espèces de requins qui sont des filtreurs de zooplancton, comme le requin pèlerin, qui lui se trouve au milieu de la chaîne alimentaire. Alors évidemment, si on prend les poissons qui sont en haut des chaînes alimentaires, en haut des réseaux trophiques, s'il y a des modifications de la quantité, de l'abondance de leur proie liées au réchauffement climatique, si les poissons qu'ils chassaient d'habitude ne sont plus là parce qu'il fait trop chaud, eh bien évidemment, ces requins, ils vont être amenés à se déplacer pour aller chercher leur proie là où elle sera. Donc, si elles sont dans d'autres zones de l'océan, les requins, qui pour la plupart peuvent faire des migrations relativement longues, eh bien, se déplaceront et iront à la recherche de leur proie ailleurs, dans d'autres zones. Donc oui, le changement climatique, en affectant notamment les proies des top prédateurs, des prédateurs comme le requin, va impacter les requins. Alors, une question justement, toujours sur les espèces qui sont menacées par ce changement de température. Donc, les élèves de 4e du collège Ozanam se demandent s'il est carrément possible que les poissons viennent à disparaître. Alors, que l'ensemble des poissons viennent à disparaître, il faudrait vraiment que l'eau se réchauffe beaucoup, hein. Il faudrait qu'il fasse 35-40 degrés sur les côtes atlantiques françaises pour que vraiment il n'y ait plus du tout de poissons. En fait, ce qui va se passer, c'est les poissons qui vont voir leur habitat se réduire, voire disparaître. Donc certains poissons qui vivent dans les eaux très froides, par exemple, si la température augmente, ces poissons ne pourront pas fuir, ne pourront pas aller ailleurs. Donc on pourrait avoir des disparitions de certaines espèces de poissons, mais pas de toutes les espèces, bien sûr. Et on aura évidemment, comme les poissons vont se déplacer avec le changement climatique, on aura des disparitions locales, mais les poissons qui vont disparaître dans le golfe de Gascogne pourraient se retrouver à des latitudes supérieures, donc au Royaume-Uni, en Irlande ou voire même en Norvège, par exemple. Donc on aura un déplacement des poissons, mais les poissons qui pourraient disparaître, c'est les poissons qui ne vont pas retrouver leur habitat. Donc plutôt des poissons froids. Ou des poissons qui vont se retrouver coincés en Méditerranée, par exemple. Donc la Méditerranée se réchauffe du sud vers le nord. Donc les poissons, il y a beaucoup d'endémismes en Méditerranée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poissons qu'on ne retrouve qu'en Méditerranée. Donc ces poissons vont suivre la température et vont monter vers le nord de la Méditerranée. Mais une fois qu'ils vont arriver sur les côtes françaises ou italiennes,
la température va, elle, continuer à augmenter, mais ces poissons ne pourront pas aller plus haut parce qu'ils seront bloqués, évidemment, par la France et l'Italie. Donc, certains de ces poissons endémiques de Méditerranée vont aussi disparaître parce qu'ils ne pourront pas remonter plus au nord. Ils seront coincés en Méditerranée. Voilà. Alors justement, sur les déplacements des espèces, Loïs, qui est en troisième au lycée Mireille-Grenet, décidément les troisièmes sont très intéressés par les requins, se demande si un jour on pourrait voir des requins-tigres sur nos côtes. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Un jour peut-être, mais je pense qu'on ne sera plus là pour les voir. Je ne connais pas bien l'aire de distribution des requins-tigres, mais si jamais les températures sur nos côtes venaient à être favorables aux requins-tigres, il n'y a pas de raison que les requins-tigres ne viennent pas sur nos côtes. Il faut qu'il y ait donc tous les paramètres de l'habitat du requin-tigre qui soient réunis, donc température, salinité, oxygène, etc. Mais c'est envisageable. On pourrait, enfin, il pourrait y avoir des passages de requins blancs. On a d'ailleurs des thons rouges qui passent régulièrement le long de nos côtes aussi. Merci. Donc effectivement, il semble que les troisièmes font un projet en fait autour des requins, donc ils sont très, très au fait sur les requins. Alors une question de Fatima en 5e au collège Marie Curie. Est-ce que la température va modifier les proportions de mâles et de femelles chez les poissons, comme cela peut arriver chez les tortues? En fait, est-ce qu'il existe des espèces de poissons où la température détermine le sexe des poissons? C'est une bonne question. Alors, chez les poissons, c'est encore plus compliqué que chez les tortues parce qu'on peut avoir des poissons, certaines espèces de poissons sont soit mâles, soit femelles, mais d'autres espèces de poissons peuvent changer de sexe au cours de leur vie, comme les mérous par exemple, qui sont d'abord femelles puis mâles, mais il y a d'autres poissons qui sont d'abord mâles puis femelles. La température peut influer sur la durée de ces différentes périodes, mais le sexe des poissons n'est pas déterminé par la température. Après, lors de la reproduction, la température peut potentiellement favoriser certains types de gamètes, mais je ne suis pas sûr que tout ce qui concerne les chromosomes sexuels chez les poissons soit favorisé par la température. Là, je ne peux pas vous répondre très clairement sur cette question, je ne connais pas la réponse. Merci. Alors, une question d'Anis, toujours en 5e 3. Alors, on a parlé du réchauffement climatique dans le golfe de Gascogne, mais moi j'ai vu en classe que si le Gulf Stream s'arrête, il pourrait y avoir un refroidissement en France. Est-ce que c'est possible et que dans ce cas, on retrouve des espèces qu'il y avait avant? Alors, si le Gulf Stream s'arrête, on pourrait avoir une température qui serait à peu près la même que celle qu'on a sur les côtes canadiennes ou au niveau de New York. Donc, c'est-à-dire des hivers qui seraient plus froids. En l'occurrence, c'est pas ce que montrent les modèles actuellement. Donc, les modèles de circulation physique, même si on peut avoir une potentielle diminution du Gulf Stream, en tout cas à l'horizon 2050 et à l'horizon 2100, hein, c'est à cet horizon-là que j'ai fait les projections, il n'y aura pas d'arrêt du Gulf Stream et donc pas de diminution de la température. En tout cas, c'est ce que disent les modèles physiques actuels. Mais effectivement, si le Gulf Stream venait à s'arrêter, il se pourrait qu'on ait la même température qu'au niveau du Canada. Ceci étant, la température au Canada se réchauffe également. Merci beaucoup. Alors, on approche de la fin de cette session. Alors, je crois que les quatrièmes du collège Ozanam doivent nous quitter, donc bonne journée à eux puisqu'ils doivent changer de classe. Et si les autres classes doivent aussi partir, on va pouvoir vous libérer. Merci beaucoup pour votre intérêt et toutes ces questions. Merci François pour votre présentation. Merci à vous. À très bientôt.